Un ballet de bulldozers orchestré par un réalisateur métropolitain. En cette fin des années 60, les foyers de l'Hexagone découvrent la fièvre du boom. Il se passe quelque chose de l'autre côté du jour, dans ce pays nommé Caillou. Et le chef de ce territoire, Louis Verger, va s'en faire l'écho. Oui, c'est une grande et passionnante aventure, puisque partant d'un petit territoire de 100 000 âmes, perdu à plus de 20 000 km de la métropole, insuffisamment équipé, mal préparé à l'expansion gigantesque qui l'attend, il s'agit de le transformer en l'un des plus puissants producteurs de nickel du monde, de le promouvoir au stade de l'industrialisation la plus moderne, la plus élaborée, en bref, de lui faire saisir toute la chance que lui offre son prodigieux sous-sol. La Calédonie, présentée comme une dernière frontière, un pays à conquérir. La ruée sur leur vers se déclenche à l'aube de 1968. À l'époque, l'archipel français du Pacifique est censé détenir 45% des réserves mondiales de nickel. Il va rapidement devenir le troisième producteur de ce métal, derrière l'URSS et le Canada. C'est encore, au plan international, dans l'économie, le temps des 30 glorieuses, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et en particulier, il y a un certain nombre de faits, d'événements, qui montrent que le nickel va devenir une matière première très importante. D'abord, bien sûr, on peut penser au fait que on est encore dans la guerre du Vietnam, que les États-Unis sont des gros consommateurs d'acier et le nickel, par ses alliages qu'il permet, donc est un gros pourvoyeur de cette industrie métallurgique. Ensuite, il y a également, pendant les années 60, au Canada, qui est le premier producteur mondial du nickel, des grèves à répétition dans les mines, dans les usines, ce qui fait qu'on essaye de trouver un lieu plus sécurisé pour la production nickellifère. Et on pense à la Nouvelle-Calédonie. La puissante société Le Nickel s'est fixé l'objectif de produire 65 000 tonnes du précieux métal en 5 ans. Doubler la production de 1966. 100 millions de dollars américains sont alors investis. Première conséquence, il faut extraire encore et toujours plus de minerais. C'est l'époque des pionniers de la mine, dont l'avant-garde est assurée par les rouleurs. Une race à part, ces increvables de la piste rouge. Ils vont écrire l'épopée du boom à bord de leur camion. Jusqu'à 18 heures par jour, une noria vertigineuse des sommets de la mine ou wharf maritime de déchargement. Jusqu'à l'épuisement pour d'abord rembourser les traites et enfin palper des payes astronomiques. Version calédonienne du salaire de la peur. Je descendais la mine à charger 10 tonnes. Une chaîne, c'était un Mack, un camion américain, vous voyez. La chaîne a sauté, elle m'a coupé une durite. Je me suis retrouvé au point mort, n'ayant plus de frein. J'ai pris le parement en descendant. J'ai fait environ 40 mètres. Et vu que le camion ne s'arrêtait pas, arrivé dans un virage, j'ai sauté. Et le camion a sauté derrière moi, voyez-vous. J'avais une côte fêlée, une côte cassée, enfin un trou dans la tête. Un mois après, j'ai repris un autre camion, encore un Mack, et je suis reparti à rouler. En 1968, la Calédonie autonome gère l'exploitation de son nickel pour la dernière fois. Car le gouvernement métropolitain, via son ministre gaulliste de l'Outre-mer, le général Billotte, veut prendre le contrôle de ce secteur stratégique. Les lois, dites Billotte, se préparent à Paris. Elles vont retirer aux Calédoniens leurs compétences minières, fiscales et communales. Les élus, majoritairement autonomistes de l'Assemblée territoriale, se prononcent contre ces lois, qualifiées de scélérates
Mais l'État passe en force. Il y avait une dérive autonomiste qui pouvait éventuellement aller vers l'indépendance de la part de l'UC et de la pratique du pouvoir par Maurice Lenormand à l'époque, mais en même temps, il y avait aussi la volonté, on est dans le contexte du lancement des essais nucléaires en Polynésie française, donc il ne faut pas que les territoires du Pacifique puissent dévier vers l'indépendance, et il s'agit par conséquent d'assurer le contrôle de l'économie et de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie par une recentralisation étatique. En ce mois de mai 68, à Paris, le mot boom est plus associé aux explosions de grenades qu'à la fièvre du nickel. Des étudiants calédoniens vont participer à ces manifestations, s'engager, se convaincre qu'un nouveau monde est possible. Ils sont de retour au pays, un an plus tard, avec des idées radicales. L'un d'entre eux devient la figure emblématique de cette toute nouvelle forme de contestation, Nidoïch Neslin, le propre fils d'un grand chef gaulliste revenu de Nanterre pour faire table rase du passé. Sur fond de guerre du Vietnam et de soutien au Viet Cong communiste, du FNL, le Front National de Libération du Sud-Vietnam, de jeunes marxistes calédoniens réveillent les murs de Nouméa la paisible. Slogan rebelle, appel à l'indépendance, en ce mois de juillet 1969, la télévision de service public vient immortaliser ces graffitis. Et la dialectique marxiste qui oppose dans la lutte des classes, exploiteurs exploités, oppresseurs opprimés, devient colonisateur colonisé. On est en même temps dans la vague de la deuxième période de décolonisation qui a agité le monde dans les années 1960. Lorsque les étudiants reviennent, ils sont porteurs de cette idéologie, mais en même temps, il faut le reconnaître, ils ont pris conscience en vivant en métropole hors d'un circuit calédonien qui était encore, bien que la Calédonie n'était plus une colonie depuis 1946, qui est encore marqué malgré tout par une certaine pesanteur, on va dire entre guillemets, coloniale dans le fonctionnement de la société. Et il trouve par conséquent qu'il faut apporter des changements et que ces changements, ils peuvent passer par la revendication indépendantiste. Folklore groupusculaire pour la majorité des 100 000 Calédoniens. L'heure est plus au problème de main-d'œuvre. On manque de bras, malgré l'exode rural, malgré ces arrivées de broussards et de jeunes des tribus à Nouméa et dans les villages des centres miniers. Alors, jusqu'au plus haut sommet de l'État, on s'empare de la question. Sur les postes de télévision de métropole, Michel Inchospé, le secrétaire d'État au Dom-Tom, se transforme en agent recruteur. Qui peut partir dans le Pacifique ? Eh bien, je peux vous dire, sans donner trop de précision, car il s'agit d'une véritable organisation à monter, 5 à 6 000 emplois seront créés dans les années à venir en Nouvelle-Calédonie. Inquiets des arrivées massives de métropolitains, wallisiens et tahitiens, les élus locaux demandent à l'État que 5 000 emplois soient réservés aux Calédoniens. Peine perdue. Et le flux ne tarit pas. 15 à 20 000 immigrants en 5 ans. Tous attirés par ce pays d'emplois à volonté, d'argent facile et de spéculation. Dans l'hypnose générale de ces années 70, on se grise à l'annonce de nouveaux projets miniers et métallurgiques. Du nord au sud, le mirage de nouvelles usines. On a été, avec tout un tas de projets, INCO, Cofinpac, Patino, Penamax, etc., jusqu'à 4 usines supplémentaires, en plus de la Société Le Nickel, qui auraient pu s'installer. C'était les projets à l'époque. Vous imaginez un petit peu une Calédonie qui avait, à l'époque, 31% de son PIB qui était assuré par le nickel, avec une seule usine, et qui produisait à peine 60 000 tonnes de métal. Imaginez ce que ça aurait été avec 5 usines produisant 300 000 tonnes en Nouvelle-Calédonie. Ça aurait été quelque chose d'évidemment fantastique.
fantasme d'un Koweït du Pacifique. Le serpent de mer des usines prend parfois des allures de rideau de fumée. Parfois aussi de véritables prodiges, comme la construction du centre minier SLN de Népouy. En seulement 7 mois, un village construit sur une presqu'île au milieu des Niaoulis. Le mythe du Far West pour les journalistes débarqués de métropole. Népouy, nos maris sont venus, rien n'était fait, les routes n'étaient pas construites. On était dans les premières à habiter les premières maisons. On a l'impression d'être des pionniers. SLN City, avec ses villas formatées, sa cantine, 270 places, son dispensaire, son école, 4 classes, sa salle des fêtes, son cinéma, et même une succursale bancaire. La masse monétaire a doublé depuis le début du boom. La Calédonie, île au trésor, fournit en 1970 20% de la production mondiale de nickel. Au pays où l'argent coule à flot, on investit dans le BTP, dans les équipements, dans le désenclavement des tribus. Des chantiers partout. Il faut loger les milliers de nouveaux arrivants, accueillir les enfants, des crèches aux nouveaux lycées. Les Nouméens, désormais près de 50 000, vont assister à la transformation de leur ville. Ces enfants n'emprunteront plus la pétrolette pour l'Innou, désormais reliée par une digue à la terre ferme. Une génération qui assistera au remblaiement de la baie de la Moselle, à la construction, grâce au Fonds européen de développement, des 700 mètres du quai du port en eau profonde et à l'inauguration d'une gare maritime. Il y a aussi tous ces nouveaux quartiers, Rivière-Salée, Ouémaux, Logicop ou Montravel. Mais ce qui impressionne en ces années-là, c'est la construction de barres d'immeubles. D'abord Saint-Quentin, puis Magenta. On parle de cité, 1600 logements. Pour la nouvelle mairie de Nouméa, on lance un concours d'architectes. Le roi béton remporte le marché. Depuis 1968, le nombre de véhicules a doublé. Désormais 49 000 immatriculations. Il faut améliorer la circulation, fluidifier avec des échangeurs, des feux rouges, de nouvelles artères. Tontouta se part aussi d'une nouvelle aérogare pour accueillir les passagers des avions, toujours plus nombreux. Le trafic augmente d'un tiers chaque année. Dans la période la plus importante du boom, avant 1972, la seule immigration en provenance de l'extérieur représente à peu près 10 000 personnes. Alors ça, c'est quelque chose que l'on retient. En même temps, il y a eu un important développement de l'exode rural et tribal, parce que les gens des îles ou de l'intérieur sont venus s'installer à Nouméa et dans ses environs, ou alors à l'intérieur même de la brousse, les gens des tribus sont venus parfois vers les villages, vers les centres, parce qu'il y avait des activités économiques, commerciales qui s'y développaient. Donc ça a entraîné ces changements dans la composition de la société calédonienne, ça c'est sûr. Les tournées filmées du haut-commissaire veulent montrer que les gens de l'intérieur ne sont pas oubliés. On annonce des ouvertures de pistes. Adieu les sentiers muletiers. Les enfants de la côte Est vont aussi découvrir la Brasse dans la toute nouvelle piscine de Point-d'Imier. Et puis, ils vont dire adieu aux vieux bacs de Tchamba, Amoa, Tiwaka, Tipingé ou Yingen. Le grand chantier des ponts de la côte Est est financé par la communauté européenne. On se grise aussi de nouvelles habitudes de consommation. À Nouméa, l'ORTF vient filmer le brassage d'une toute nouvelle bière locale. Elle aura du succès. Mais
Dans l'étourdissement général, on s'aperçoit très vite qu'il faut importer de plus en plus de denrées alimentaires. La brousse ne fournit plus assez. Obligé d'importer de la viande bovine, alors qu'en 1962, on en exportait encore. Dans ces années-là, des reporters s'intéressent à ce qu'ils pensent être les survivants d'une autre époque, les stockmen. Cela se passe en ce moment même, de l'autre côté du globe, juste sous vos pieds. Cela fera des images exotiques pour les métropolitains. Toujours et encore le mythe du western français, du bout du monde. À l'opposé, sur la côte Est, la filière café, déclinante, a encore ses résistants. Dans les tribus surtout. À Canala, c'est un gendarme caméraman qui s'intéresse à la cueillette des cerises d'Arabica. La production calédonienne a été divisée par 4 en 15 ans. Moins de 400 tonnes du précieux moka. Mais il y a toujours ces récoltes saisonnières, le cycle de l'igname, pour ceux qui restent sur leur terre. Des gestes immémoriaux, loin de cette autre vie adoptée par ceux qui ont choisi la mine. Mais on se retrouve, à chaque fois, dans la communion des pilous. Toujours à Nakéti. En ce dimanche, c'est jour de vote. Ici, la majorité est Union calédonienne, mais le mouvement, longtemps prédominant, est traversé par des divisions sur la question de l'autonomie. Le débat au sein de l'UC va agiter ceux qui veulent plus d'autonomie et ceux au contraire qui veulent freiner sur l'autonomie. Alors par exemple, en 1970-71, le premier qui va quitter l'UC, ça va être Yann Séléné avec ses amis, et il va fonder l'Union multiraciale. Et puis peu après, cette fois-ci, c'est l'autre tendance, celle qui considère justement qu'il y a une dérive dangereuse qui pourrait glisser vers l'indépendance, qui va pousser Jean Lec et ses amis, je pense à Armand Hollen, je pense à Georges Nagle, mais je pense aussi à des notables mélanésiens comme Marc Ouarémoin ou comme Justin Monavoie. Eux, ils vont quitter l'UC pour fonder le mouvement libéral calédonien, le MLC. Et ainsi, amputé sur sa gauche par les plus radicaux de Yann Séléné et sur sa droite par, on va dire, les plus modérés de Jean Lec, eh bien, l'Union calédonienne perd sa majorité. Un paysage politique dispersé au moment où une partie de la jeunesse kanak est attirée par la radicalité des foulards rouges de Niederöschneslin. En ce mois de mars 1972, le leader maréen s'en prend au sous-préfet des loyautés. Condamnation et direction le camp Est. 6 mois derrière les barreaux. 6 mois qui vont renforcer son image de rebelle inflexible. Pour de nombreux nouveaux arrivants, ces péripéties politiques ne vont pas gâcher la fête. L'Eldorado calédonien tient encore toutes ses promesses. En cette année 1972, plus de 3000 métropolitains débarquent des avions du TA. Plus tard, des indépendantistes écriront qu'ils ont été incités à coloniser la Calédonie. En juillet, un écrit du Premier ministre Pierre Messmer aurait même illustré son intention d'améliorer le rapport numérique des communautés. En clair, de rendre les Mélanésiens de plus en plus minoritaires pour éviter une revendication nationaliste autochtone. La circulaire Messmer, elle date de 1972. Or, l'essentiel de l'immigration
est intervenu avant 1972. À partir de 1972, c'est déjà le début de la fin des espoirs du boom, et par conséquent, la circulaire Messmer, au moment où elle intervient, l'immigration est déjà en partie tarie. En cette année 1973, l'activité minière est toujours aussi intense. Mais à Thio et sur tous les plateaux miniers, dans les camions Euclide ou sur les pelles Lima, on ne parle que de cet avenir, incertain. 500 salariés licenciés dans le secteur. Le dollar, la monnaie d'échange du nickel, vient d'être dévalué. Il y a aussi le choc pétrolier, cette explosion du prix de ce fioul nécessaire à la fusion du minerai. Fin des 30 Glorieuses. Et puis, avec l'émergence de nouveaux producteurs, les fondeurs japonais ont fait monter les enchères. Il a fallu baisser les prix. La SLN annonce un déficit d'1,5 milliard. Elle doit encore amortir ses investissements. Mais elle s'accroche, obtient des aides de l'État. C'est le début d'un cycle en dents de scie. Adieu le boom. 5 ans de fête et la gueule de bois. Dans une société calédonienne chamboulée, les frustrations s'aiguisent. On cherche des responsables. Pour certains jeunes extrémistes kanaks, c'est le moment d'agir, de lutter contre les inégalités et une certaine forme de ségrégation. En 1974, les défilés militaires du 14 juillet ou du 24 septembre, l'occasion de passer à l'action. Distribution de tracts, provocation, altercation. Il faut s'en prendre au symbole de cet État colonial. Des indépendantistes, des foulards rouges ou du groupe 1878 vont perturber les célébrations. Plus tard, ils vont même jusqu'à barbouiller des monuments aux morts de la côte Est. En octobre, direction le tribunal. Élie Poigoun, Bernadette Monteapo, Dewe Gorodé et d'autres militants vont découvrir les cellules du camp Est pour quelques semaines ou quelques mois. Un noyau dur, des indépendantistes kanaks qui finissent par attirer l'attention de certains autonomistes de l'UC et de l'Union multiraciale de Jan Séléné Uregei. Pourtant, ce dernier n'a cessé de donner des gages de fidélité à la France. Il affirme même, début 1975, qu'il n'a jamais imaginé un relâchement des liens avec la mère patrie. Quelques mois plus tard, Jan Séléné Uregei est avec les groupuscules radicaux et les 42 élus mélanésiens de l'UC qui vont franchir le pas, prôner l'indépendance. Tout ce monde se réunit à la Conception et va, en 2 jours, prendre des décisions très importantes qui vont aboutir le 26 juin à la signature de ce qui est considéré comme le manifeste en faveur de l'indépendance kanak. Et ce manifeste, porté à la suite des 2 motions qui avaient été adoptées, part sur 2 points. D'une part, tous les mouvements et groupements, associations qui participaient à ces 2 journées de la Conception devaient prendre clairement position en faveur de l'indépendance kanak. Ça, c'était la première motion. Et la deuxième motion, c'était que tous les partis qui étaient associés dans ces 2 journées devaient travailler pour former une coalition, un front en quelque sorte, qui serait porteur de l'unité de tous ces mouvements kanaks. On voit là en quelque sorte l'annonce de ce qui va être plus tard le Front indépendantiste et puis encore après le FNLKS. Pendant ce temps, un autre militant, lui, va porter un combat culturel. Son idée, exposer la culture kanak dans un grand festival. Ce sera Mélanésia 2000. Et, pour fédérer des milliers de Mélanésiens, il va arpenter le pays, mobilisé autour du réveil de l'identité et de la fierté kanak. La racine, c'est vous. Et si vous ne faites pas connaître la racine, les enfants seront déracinés, c'est-à-dire sans racine. Et c'est grave, parce que ça débouche sur quoi? Ça débouche sur des jeunes qui sont des clochards. Des clochards au sens où on n'a pas de pied-à-terre, où on n'a pas de racines, où on flotte. On ne sait pas ce que c'est que la coutume. C'est Jean-Marie Tchebaou, un ancien prêtre venu de Yingen. Il est déjà
sur les chemins de l'histoire.